Salut à tous et bienvenue sur le podcast Loop sur le triathlon. On est quelques heures, même le lendemain du triathlon L de l'Alpe d'Huez pour les 20 ans de ce mythique triathlon. Et j'ai l'honneur de recevoir Alanis Siffert qui a gagné cette course. C'est pas la première fois. On va en parler un petit peu tout au long de ce podcast. Pour commencer, Alanis, quelques heures après cette course, merci d'être avec nous. Comment tu te sens ? Est-ce que tu es fatigué ? Dis-moi que tu es fatigué. Salut Valentin, merci de me recevoir pour la troisième fois. Je dois t'avouer, oui, que je suis fatiguée. Il y a eu quelques bâillements avant que ça commence, mais non, ça me fait vraiment plaisir d'être là une fois de plus. Ça me fait très plaisir aussi de te recevoir une nouvelle fois. Je pense que ton histoire avec l'Alpe d'Huez et l'histoire avec le podcast, c'est assez marqué parce que c'est la troisième fois, comme tu le dis, qu'on enregistre ensemble. Hier, tu as fait un record, 3 victoires d'affilée, plus record de l'épreuve, on va revenir là-dessus. Mais ces 3 victoires d'affilée, Alanis, est-ce que cette troisième, elle a une saveur un petit peu particulière par rapport aux autres ? Ouais, alors clairement, on va déjà de réussir à gagner une fois, mais là, 3 fois d'affilée, c'est juste incroyable. Puis je dirais que c'est une course qui m'a vraiment forgée en tant qu'athlète ou bien qui m'a aidée à me développer. Il y a 3 ans, quand je suis arrivée, j'étais pas l'athlète que je suis aujourd'hui. Puis c'est vrai que c'est une course qui, je pense, m'a aidée à devenir l'athlète que je suis aujourd'hui. On va essayer de découvrir tout ça, de suivre cette histoire au fur et à mesure des podcasts et au fur et à mesure de tes années et de tes victoires. D'ailleurs, j'invite les auditeurs et auditrices qui veulent en savoir plus à redécouvrir potentiellement l'histoire avant. On mettra tous les liens. Quelque chose qui m'impressionne chez toi la première année, je m'en rappellerai toujours, c'est que finalement, l'Alpe d'Huez, comme tu le dis, ça forge. C'est quand même un morceau. On va revenir sur l'effort de la course. Et le lendemain, tu étais déjà à la piscine et tu me dis, après la piscine, oui, c'est bon, je peux enregistrer le podcast. L'année dernière, tu courais. Et là, je me suis dit, cette année, Alanis, 3 victoires, tu es resté tranquille ce matin. Est-ce que tu es resté tranquille ce matin avant de venir faire ce podcast à 8h30 ? Non, je me suis levée à 6h30, j'ai été courir. Ensuite, j'étais petit déjeuner et puis je suis là. Donc non, je suis pas restée tranquille. On voit que tu récupères quand même assez vite. On reviendra tout au long de ce podcast sur aussi les prochaines échéances. On va revenir sur ton parcours parce qu'il y a eu quand même quelques faits marquants pour ceux qui découvrent aussi ton histoire et ton palmarès. On va revenir là-dessus. T'es fatigué, je suis content, tu bailles. Ça veut dire qu'il y a quand même eu de l'effort. Il y a ce côté humain. Mais avant toute chose, Alanis, je voulais revenir sur ces premières émotions quand tu prends sur cette banderole. Même quand tu rentres sur le stade, j'ai l'impression, à force de te voir qu'il y a quelque chose qui se passe en toi. Tu es super heureuse quand tu rentres sur ce stade. Est-ce que si là, les auditeurs et auditrices, ils ferment les yeux, tu peux nous emmener un petit peu avec toi lors de cette dernière ligne d'arrivée ? C'est un sentiment, je dirais, d'accomplissement, de fierté, de joie. Tout combiné, je veux dire, c'est un effort tellement dur. Je dois te dire, j'avais oublié à quel point c'était dur. Je pense que ma mémoire, elle avait effacé les souvenirs. Elle avait juste gardé les bons souvenirs de la ligne d'arrivée. Donc c'est vrai que quand tu arrives dans le stade, il y a toutes les personnes qui sont là, qui nous encouragent, qui sont aussi super heureuses. Puis je dirais que c'est l'aboutissement de la course, quoi. À la clé de ces 6 heures, tu l'as fait, j'ai réussi. Et puis c'est vrai que c'est toujours un moment où tu te dis, je peux être fière de moi, j'ai réussi à aligner de nouveau une performance à la hauteur de mes attentes. Ma famille, mes amis, ils étaient venus aussi me soutenir, ils étaient là, tu les vois. Donc c'est un sentiment vraiment qui est juste magnifique de pouvoir vivre ce moment. Pourquoi tu coches toujours cette date dans ton calendrier ? Parce que c'est vrai que maintenant, on reviendra sur tes courses. Là, tu as gagné très récemment le Challenge Ross. Tu as fait aussi de nombreuses courses et tu as les championnats du monde Ironman qui arrivent très bientôt. Mais ça fait 3 ans que cette course de l'Alpe d'Huez est toujours cochée sur ton calendrier. En plus, je pense que en même temps que tu coches sur ton calendrier, tu coches la victoire. Mais pourquoi cocher cette course finalement ? C'est une course qui est dure, faut pas le mentir. Déjà en nage, l'eau elle est froide, ensuite tu sors d'eau, tu as 620 km de vélo avec plus de 3000 de dénivelé. Donc en fait, c'est un effort comme un Ironman, on était près de 4h30 sur le vélo. Et je dirais que c'est une course qui, en tant qu'athlète, m'a forgé, m'a rendu mentalement plus fort, parce qu'il faut vraiment aller chercher au bout de soi-même. Dans la première montée, c'est les premiers 15 km de montée, c'est déjà super dur, t'as les jambes qui brûlent et tout. Puis tu vois le compteur, tu te dis il reste encore 10 kills, mais c'est que la première, quoi. On n'a pas encore fait 1 heure de course, donc c'est vrai que c'est une course où il faut réussir à mentalement être fort, je dirais, à mentalement aller chercher au fond de soi, à se motiver, à pousser sans relâcher. Et puis je pense que c'est une course qui,
en tant qu'athlète, t'aide vraiment à te développer ce côté mental. Alors physiquement aussi, physiquement c'est super dur, mais je dirais que c'est une course que j'aime pour sa difficulté, le challenge, le dépassement de soi. Puis c'est vrai qu'ensuite quand on est à sur une autre course, des fois, je me rappelle ces moments quand t'es dans le dur. Enfin, j'ai fait l'Alpe, j'ai fait ci. J'étais dans le dur, j'ai réussi. Puis ça te donne un peu cette confiance et cette forme en salle. Je peux le faire. Je dirais que pour moi, c'est un peu la clé. Et puis, mon coach, il a toujours bien aimé cette course. Ça fait des années, plus de 10, 15, 20 ans qu'il envoie ses athlètes ici, dont Daniel Arif, qui avait le précédent record que j'ai réussi à battre. Donc pour moi, c'est un peu de pérenniser aussi cela. Ouais. Mais clairement, quand tu me dis la partie mentale, c'est une partie que j'adore. Mais quand tu me partages que, oui, à 120 km, dès le premier col, t'as les jambes qui brûlent. Je vois ta respiration, je me dis, waouh, elle est déjà dans un effort qui semble très intense. Donc on voit ça régulièrement plus chez les professionnels que les amateurs. Mais tu me dis quand même, ça arrive tôt dans la course par rapport à d'autres courses. Comment tu arrives à avoir cette confiance en toi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour te dire c'est bon, tu vas pas exploser, tu vas aller jusqu'en haut, en plus tu as les 21 virages pour finir. Quel est un petit peu le switch mental par exemple que tu peux avoir entre l'année 1 d'Alanis qui avait les mêmes douleurs dans cette côte et par exemple cette année? C'est vrai que la première année c'est un inconnu, tu vas, tu sais pas trop. Là c'est vrai que je connais le parcours, ça va être quand même, donc tu sais que tu as quand même les descentes où il faut être concentré, mais c'est quand même une sorte de pause, tu pédales pas trop dans ces descentes techniques. Donc je dirais que je le vois plus un peu comme un intervalle, tu as ces 3-4 montées, et puis entre temps tu as une petite pause, donc à chaque fois je regardais juste une montée après l'autre. Et puis je me disais c'est un peu comme à l'entraînement, on fait des fois aussi des entraînements, on fait plusieurs montées comme ça, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce risque où tu te dis est-ce que j'aurai encore assez d'énergie dans l'Alpe, mais je m'entraîne aussi au feeling, donc sans trop regarder mes pulses ou mes watts. Alors là, je les ai sur le compteur, j'ai un peu une référence, mais c'est vrai que ça m'a vraiment beaucoup aidé à savoir que je suis dans la bonne zone. Donc c'est en fait, c'est confortablement inconfortable, c'est dur, mais t'es jamais trop à la limite, t'es juste au bord de la limite, t'es juste à sur cette ligne rouge où tu sens qu'il faut juste pas aller plus loin, mais c'est dur quoi, tu souffres, mais je sais, ou bien je ressens que j'arrive à tenir cela. Puis quand t'arrives en haut, c'est toujours un soulagement, c'est vrai, t'as la descente puis ça recommence, mais c'est vrai que je pense que c'est maintenant aussi l'expérience, les années qui m'aident à savoir comment me pacer, à vraiment ressentir, maintenant je peux pousser un peu plus, maintenant il faut que je relâche un peu. Puis c'est vrai que j'ai réussi, alors c'est devenu de plus en plus dur sur la course, mais à quand même tenir jusqu'à l'Alpe, mais j'avoue que s'il y avait 5 km de plus, ça aurait commencé à être compliqué. Fallait pas rajouter un bout de virage, quoi. Ouais, en plus, tu les comptes, puis alors moi je me disais quand c'était marqué 5, il y en a plus que 3, parce que les 2 derniers c'est facile, tu vois. Ou bien tu sais, est-ce que dans les 2 derniers tu t'es dit non, justement, facile. mais dans la tête, tu essayes de pas trop y penser. Quand t'es en bas, si tu penses qu'il y a 21 virages, tu te tires une balle. Non, mais je veux dire, alors je me disais, bon, allez jusqu'à le premier ravito, puis après jusqu'à la fan zone, puis après jusqu'en haut, puis c'est un peu comme ça que pas t'avances dans la course. Puis je pense que c'est la clé, c'est de pas avoir la course en entièreté, mais de rester dans le moment présent, puis juste avancer en fait. Puis d'un coup tu dis je suis en haut quoi. Ouais, c'est sûr que c'est un sacré morceau et on le voit à l'Alpe d'Huez, et on reviendra en plus sur ta manière assez particulière de monter l'Alpe d'Huez. On a souvent des questions là-dessus, donc on va le traiter, parce que si je dis pas de bêtises, t'es resté tout le temps sur les prolongateurs dans cette Alpe d'Huez, donc on va aller chercher cette partie-là. Mais une des questions que je me posais aussi, c'est que c'est quand même assez particulier l'Alpe d'Huez, dans le sens où le départ des pros, c'est hommes et femmes confondus. Et est-ce que tu vois, je me posais cette question ce matin, est-ce que tu as l'impression de faire la course contre tous les athlètes, ou alors tu te bats vraiment que contre les filles et pour ton classement général? Alors c'est vrai qu'il y a un peu ces 2 aspects, c'est vrai que j'aime bien on parle avec les hommes, donc c'est un peu mélangé, le départ est toujours quand même un peu plus chaotique, parce que je veux dire ils ont quand même plus de force, ils sont plus rapides, mais j'ai réussi à être à l'avant du 2e groupe. Et puis sur le vélo, c'est vrai qu'avant je me fais dépasser, puis à chaque fois tu te dis j'essaye d'aller avec, mais tu dois quand même te dire tu remarques très vite que c'est pas ta vitesse, donc tu dois te dire non, prends ton rythme. Puis dans ma tête je me suis dit que je faisais un peu une course contre moi-même. Alors c'est clair, tu regardes
regardes, tu essayes de savoir où sont les autres féminines, mais je savais qu'au début, j'avais déjà 2-3 minutes d'avance, donc j'étais devant. C'est une avance qui peut vite être perdue, hein. Il suffit d'exploser ou bien que l'autre revienne, mais je me suis vraiment focusée sur moi et mon propre effort, et je pense que c'est une course tellement longue qu'il faut être dans son effort, dans son rythme, parce que si tu vas trop vite, tu vas exploser, donc il faut vraiment réussir à se pacer. Donc je me suis pas trop focusée sur les autres, et c'est vrai que t'essayes, si d'un coup il y a quelqu'un qui te passe, peut-être 1-2 minutes de tenir, mais souvent tu réalises bien que c'est pas ton rythme. Donc j'ai vraiment fait ma course, mais c'est vrai que j'étais pas seule autant que j'étais devant en tant que femme. De temps en temps je voyais 1-2 hommes qui me passaient, mais c'est vrai que l'entièreté, sinon j'étais quand même, tu roules quand même seule. Donc c'est vrai que ouais, il faut réussir à se motiver soi-même, à avancer, et puis j'étais ma propre adversaire. Je savais aussi les temps que j'avais fait l'année passée, donc tu veux toujours t'améliorer quand même. Et puis j'ai vu ce que j'ai fait à l'entraînement. Je m'améliorais après ma victoire à Roth aussi, donc je me suis dit ce serait quand même beau de pouvoir aller chercher un temps quand même encore plus rapide. Les conditions changent chaque année. Là on avait des grosses chaleurs à vélo, donc c'est d'autant plus compliqué que l'année passée, mais c'était un peu mon objectif de me battre contre moi-même aussi, un peu virtuellement, d'aller chercher ces temps. Et là, quand tu te bats contre toi-même, finalement, tu as en tête déjà tous les temps de, par exemple, tel col, je suis passé en tel temps ou tel watt. C'est quoi tes repères pour savoir si... Alors, je savais le temps total, puis le temps total du bike. Alors, quand je suis arrivée, c'était plus quand je suis arrivée au bas de l'Alpe, je me suis dit, bon, j'ai tant de temps pour réussir à... contre la individuelle. Mais puis ça te motive un peu, peut-être quand t'as un coup de mou, tu te dis vas-y pour aller chercher ces petites secondes. Après ça va pas à la seconde, mais ça t'aide un peu à te motiver. Puis c'est vrai, quand je suis partie sur la course à pied, j'ai directement pris un rythme très soutenu, puis j'ai vu le temps après un tour, je me suis dit tu peux aller le chercher, puis ça te motive d'autant plus à rester à la limite, puis pousser à fond. J'ai pas relâché, même si j'étais devant. Tu pourrais dire t'as 9 minutes d'avance, c'est fait, mais non, pour moi c'était ma propre fierté. Je voulais vraiment dire j'ai tout donné, j'ai été chercher le maximum que j'avais sur la course. Mais clairement, si je dis pas de bêtises, ça m'avait marqué dans un des 2 podcasts qu'on avait fait ensemble avant. Tu avais déjà une avance sur une des 2 courses, et tu m'avais dit mais en fait tant que j'étais pas arrivé dans le stade, pour moi je n'avais pas gagné. Et je t'avais dit, parce que je me rappelle, je t'avais dit mais j'ai l'impression que tu t'étais mis dans une zone rouge à pied alors que tu avais de l'avance, t'étais pas en gestion, et tu m'avais déjà répondu ça aussi. Est-ce que c'est une façon particulière que tu as de courir, peu importe l'avance et peu importe les courses aussi que tu as après? Tu penses pas à la suite en fait? Clairement, pour moi, c'est une course. Donc, je vais tout donner jusqu'à la ligne d'arrivée, même si la semaine prochaine, j'ai une course. Je le vois comme une opportunité. Il y a des courses où j'aurai peut-être quelqu'un qui part sur la course à pied avec moi. Donc, il va falloir que je me mette dans le rouge et puis que je fasse la bataille. Donc là, même si j'ai les 9 minutes d'avance, je vais partir comme si je dois faire cette bataille puis aller chercher au plus profond de moi. C'est le meilleur entraînement, c'est la course. Si t'es entraîné ou t'es habitué à le faire, ou bien tu t'entraînes à le faire, je pense que c'est d'autant plus, ça c'est pas facile, mais je veux dire, t'apprends à vraiment aller repousser tes limites. Puis pour moi c'est une course, donc je vais tout donner, je vais aller chercher le maximum. Puis si je peux aller chercher un record au chrono ou quoi, c'est toujours motivant pour moi. Tu nous disais avant, tu as utilisé le mot coup de mou, et je me suis dit elle l'a dans son vocabulaire. Finalement, nous on le voit pas derrière l'écran, on le voit pas quand on te regarde aussi dans l'effort. On se dit elle est en contrôle, elle est devant, donc elle gère son effort. Mais tu nous partages aussi que dans ta tête des fois c'est un petit peu plus dur. Finalement, ces coups de mou, t'en as beaucoup tout au long de l'épreuve. Est-ce que c'est quelque chose qui fluctue en fonction des courses? Comment ça s'est passé hier? Alors c'est vrai que hier, quand je suis arrivée dans la course, je me suis dit, j'avais oublié à quel point c'était dur. Je pense que c'était tellement dur l'année passée déjà qu'en fait le cerveau il oppresse ses souvenirs, il veut plus s'en souvenir. Mais donc c'est vrai que je me suis dit c'est dur quoi. Alors c'est logique, mais je veux dire, j'avais un peu oublié à quel point c'était. Puis c'est vrai que dans cette première montée qui fait déjà 15 km, après 3 kills, ça commence déjà à être dur. Tu te dis ça va être long, mais après tu faut pas trop réfléchir non plus, faut juste avancer. Puis c'est vrai
vrai que je dirais mi-course, c'est toujours là où ça devient un peu difficile parce que tu as déjà fait 2 heures, mais il te reste quand même 2 heures, 2 heures et demie. Puis là, ça devient un peu dur, en tout cas pour moi. Puis tu dois vraiment mentalement pas t'évader. Il faut rester dans l'effort, rester concentré. Puis je dirais que c'est ça qui est assez compliqué. Mais ouais, j'ai bien réussi à le faire. Et puis des fois, tu regardes un peu le paysage, tu te dis, oh, quelle chance j'ai d'être là. Ou bien un peu, ouais, des trucs positifs comme ça. Puis moi, ça me motive tout autant. Puis dans l'Alpe, ben, tu sais qu'il y a la fan zone, qu'il y a il y a les spectateurs qui sont là. Et puis maintenant, à l'Alpe, on me connaît un peu. Donc les gens, ils crient aussi, allez à la Nice, vas-y. Puis c'est tout autant motivant quand tu as ces petits coups de mou, puis que tu as ces personnes qui sont le long du parcours, que ce soit au bike ou à la course à pied. Moi, ça me donne toujours un coup de boost ou un sourire. Et puis, ouais, c'est ça qui te fait aussi avancer. Ou bien de savoir que, enfin, oui, c'est moi qui fais la course, mais derrière, bah, y a mes parents qui sont là pour soutenir, mon frère qui regarde la course de loin, des amis qui sont venus, ou bien là, il y avait Max, en l'occurrence, mon copain, qui faisait aussi la course. Puis tu te dis, en soi, t'es pas seul dans cette douleur ou cet effort. T'as des gens derrière toi qui te soutiennent, qui sont là. Donc ça, c'est toujours ce qui aide, je dirais, pour moi, dans les coups de mou. Ouais. Et quand tu dis pas t'évader, on sent qu'il y a vraiment cette notion de focus. Toi, tu te focuses sur quoi? Parce que c'est vrai que tu as un rapport à la data, comme tu le dis, tu vois la data, mais c'est pas quelque chose non plus sur lequel tu te concentres. Est-ce que tu te concentres sur ton cardio? Est-ce que tu te concentres sur ton souffle, ta cadence? C'est quoi tes petites astuces pour rester concentré là pendant ces 4h30 de vélo? Ouais, c'est plus, genre, vas-y, pousse, ouais. Pousse, genre, ou bien appuie. Ouais, je veux dire, de garder cette pression, puis cette force sur les pédales, parce que c'est vite, petit relâchement, tu ralentis vite, quoi. Donc c'est vraiment de réussir à garder cette intensité tout le long sans d'un coup avoir ce petit, cette décrétion de puissance, du coup. Ou bien dès que tu pars dans ta tête ailleurs, clairement t'es pas autant rapide ou autant performant. Donc je dirais que ça, c'est le plus important, de réussir mentalement à être présent tout le long. Ça, c'est le plus dur sur des courses comme celle-ci. Nice, on va en parler parce que c'est souvent le débat. La première année, je me rappelle quand on avait fait le podcast, sur le live, un des speakers disait, je pense qu'elle a un problème avec son vélo, elle reste sur les prolongateurs, c'est étonnant. Finalement, non, c'est pas un problème, c'est ta façon de pédaler. Pour celles et ceux qui te découvrent, c'est vrai que tu as cette particularité de rouler sur les prolongateurs, même l'Alpe d'Huez, et quand même avec un braquet qui est assez gros, donc quand même en force. Ça vient d'où? Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que c'est une force que tu as? Tu peux nous en dire plus sur ce sujet? Ouais, alors c'est clairement une volonté, c'est venu en fait naturellement. Quand j'étais à l'entraînement, on faisait par exemple des montées en intervalle avec mes coéquipières. Puis alors à ce moment-là, j'étais clairement derrière. Donc c'était le but de tenir le plus longtemps possible, puis pas me faire dropper. Puis c'est vrai qu'arrivaient toujours les moments où ça commençait à être assez pentu. Puis je commençais un peu à dropper. Puis à chaque fois que je me mettais en danseuse ou que je sortais justement des prolongateurs, je perdais le groupe, ou bien je refais. Puis j'ai remarqué qu'ensuite, si je restais sur mes prolongateurs, je pouvais tenir plus longtemps. Puis c'est comme ça que naturellement je l'ai fait, parce qu'en fait ça me permettait de tenir. Et puis j'ai remarqué que comme ça je poussais plus, j'étais plus puissante. Donc naturellement c'est comme ça que je l'ai développé. Et puis avec ça, c'est vrai que les gens des fois ils disent, ah mais elle bouge beaucoup et tout. Mais j'utilise aussi mes bras, quoi. En course à pied, j'avais des crampes dans les bras. Ah ouais. Ouais, parce qu'en fait je tire tellement, là dans la montée de l'Alpe, pendant 1 heure tu tires tellement sur les prolongateurs, j'utilise vraiment tout, aussi les muscles de mon dos et tout, que quand je courais j'avais les bras qui commençaient à cramper. Mais ouais, donc ça s'est fait un peu naturellement. Moi c'était la façon la plus efficace, la plus rapide de monter. Donc c'est pas parce que c'est plus aéro, à une vitesse à 10 km/h, l'aéro il a plus vraiment ça joue plus trop un rôle, mais c'est vraiment cette question de, pour moi, puissance. Avec ça je peux utiliser aussi tous mes muscles. Et puis je suis habituée à le faire, je l'ai toujours fait, donc pour moi c'est pas un problème musculairement de dire mon dos, maintenant j'ai mal au dos. Alors t'as des courbatures après la course, mais c'est normal comme pour tout, mais je suis habituée à le faire, puis ça fonctionne pour moi. Et clairement, j'ai l'impression que tu fais une danse un petit peu sur ton vélo, parce que ça bouge, il y a tout qui bouge ensemble et on voit le mouvement. Et limite, hier, je me demandais, quand je te regardais, si en fait le fait que ton haut du corps bouge au même moment que tu appuies sur la pédale, ça t'aide pas à mettre un peu de poids. Je me disais, il y a peut-être un truc comme ça. Mais une des questions que je me posais par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression
que parfois tu es presque en danseuse. Ouais, ça sur je tes voulais dire. prolongateurs. Alors, T'arrives à en fait, mettre- je suis pas assise vraiment sur ma selle. Enfin, j'ai aussi enfin, T'es en je lévitation, dirais que, quoi. alors, si tu dis qu'il y a 100% normalement qui est sur la selle, je dirais qu'il y a plus qu'environ 40% de mon poids qui est sur la selle. Enfin, je touche la selle, mais j'arrive à mettre avec ça plus de poids sur mes pédales ou bien de force. Comme quand tu te lèves de la selle, ben, tu as tout le poids qu'il y a sur les pédales, sur ça que tu avances un peu mieux. Ben, pour moi, je reste dans cette position, mais je suis ensuite presque un peu en danseuse, en effet. Mais Je suis quand plus trop assise sur ma selle, ouais. quand tu as fait ton bike fit, etc., que tu te poses sur le vélo, parce que finalement, ton écart entre. C'est vrai que tu te mets pas en danseuse, mais ton écart entre 100% sur la selle et 40% sur la selle. Oui, c'est assez différent, clairement. Mais il est très faible au final pour toi. Ouais, parce que j'ai la selle qui est déjà très haute Ok. à la base. Donc, en fait, la position, elle est presque pareille. Je touche toujours la selle. Donc, c'est une position qui est très haute aussi, où j'ai la jambe qui est aussi pratiquement tendue. Mais pour moi, ça fonctionne. Puis, je remarque que ouais, j'arrive à pousser un peu plus dans ces montées. Ça me donne un peu cette puissance en plus. Et puis, je m'entraîne aussi comme ça. Donc, je suis habituée à le faire. C'est pas nouveau. Puis, ça fonctionne. Donc, je vais pas changer. Il y a souvent le débat du contre-la-montre ou du vélo de route sur une course comme l'Alpe d'Huez. Et on a vu chez les femmes, tu gagnes avec un contre-la-montre. Alors que chez les hommes, la victoire revient à quelqu'un qui est plus avec un vélo de route, typé montagne en plus. Et certes, des prolongateurs. Mais quand tu dis je m'entraîne avec ça, aujourd'hui, dans tous tes entraînements que tu peux avoir au quotidien, est-ce que tu roules sur un vélo de route ou tu es tout le temps sur CLM, tout le temps sur les barres? Tout le temps, contre la montre, tout le temps sur les barres. Peut-être une fois par semaine, mais même pas maintenant, juste parce qu'en été, je suis à la maison, donc j'ai les 2 vélos. Si d'un coup, c'est vraiment un easy ride, puis je veux aller un peu sur des routes qui sont moins bonnes, donc comme ça, je suis en vélo de route. Mais sinon, vraiment, tous mes entraînements, que ce soit sur l'home trainer ou dehors, c'est vraiment tout le temps sur le contre-la-montre. Donc, je suis vraiment habituée à cette position, habituée à pousser exactement comme ça. Donc pour moi ça fonctionne bien. Et j'ai l'impression que ton vélo de route, quand je voyais à un moment donné, tu avais communiqué avec Scott, j'ai l'impression que tu as la même position sur ton vélo de route que ton contre-la-montre presque, sur le vélo quoi. Ouais, alors ils ont aussi en plus maintenant le vélo de route qui est le foil, tu peux le mettre en contre-la-montre, donc tu changes le cintre, puis devant tu peux rouler en contre-la-montre, donc au début de l'année j'ai roulé avec, et après je suis passée sur le contre-la-montre, mais ils sont quasi identiques, alors sauf que bien sûr le contre-la-montre il y a plus d'adaptation au niveau du cockpit pour les positions et je pouvais être plus basse, mais c'est vrai que j'ai des positions très similaires que je sois sur vélo de route ou vélo contre-la-montre, celle assez haute et assez avancée, donc j'ai une position ou bien que je m'entraîne sur un ou l'autre qui va être très, très rapprochée. Et la dernière question que j'ai sur cette partie, j'ai envie de dire, monter l'Alpe d'Huez sur prolongateur, tu roules quand même beaucoup en force. Est-ce que ça, pareil, c'est quelque chose que tu as travaillé à l'entraînement ou c'est plutôt, je sais pas moi, une façon d'aborder le dénivelé pour aussi avoir une stabilité sur les prolongateurs? Quel est ce choix aussi? Ouais, c'est aussi un peu la façon que je m'entraîne et je trouve ça pas plus agréable, mais au lieu de tourner les pédales super vite, c'est plus je veux dire, genre t'appuies, t'y vas, et puis avec ça des fois j'avais l'impression d'être aussi un peu moins essoufflé parce que t'es moins en train de spinner les pédales, t'es plus en force, donc tu gardes un peu un souffle aussi plus calme ou plus ouais, calme, c'est un gros mot enfin mais t'es moins dans cet essoufflement de vraiment vite, t'as plus un rythme lent mais en force, et puis je trouve que sur une montée comme ça, pour moi c'est quelque chose qui est plus comment tu dis qui va me permettre vraiment de garder ma puissance jusqu'à la fin. Tu as gardé la puissance, mais à la transition 2, je pense que on va en parler pour ceux qui découvrent ton histoire et qui voudront découvrir ta course. On va en parler tout de suite. À la transition 2, on se demande si c'est l'effet de l'altitude, parce qu'il y a cette particularité à l'Alpe d'Huez, on arrive à 1800 mètres d'altitude. C'est l'effet de la chaleur ou c'est l'effet de l'effort, mais on te voit rentrer dans ce parc AT2 pour les auditeurs et auditrices qui n'ont pas vu. Tu rentres dans un rack et finalement tu te rends compte que tu n'es pas au bon endroit, donc tu sautes et tu changes de rack et l'arbitre te dit non, faut revenir en arrière, et là on te voit refaire un aller-retour avec ton vélo. Est-ce que tu peux nous partager ce qui s'est passé et les émotions qui t'ont arrivé aussi? Ouais, alors c'est vrai que dans les derniers virages de l'Alpe, il faut dire, il fait genre 30 degrés, il y a le soleil qui tape, t'es au bout de ta vie presque, tu donnes tout, t'es à bout de force, bout de souffle, puis t'arrives, puis je dois dire, je suis descendue de mon vélo, puis c'est comme ça fait 4 heures d'effort, 4h30 d'effort intense,
Puis tu te lèves, puis mais j'avais vraiment le cerveau qui était givré. J'arrivais pas. Non, mais c'était dur à expliquer. J'avais l'impression d'être ailleurs. Ou bien T'as que jamais eu ça? Non, c'était vraiment bizarre. Je suis sortie, mais je pense que c'était vraiment la chaleur. Ça t'oppresse. Puis alors, je savais, je veux dire, je savais ce que je devais faire, mais je savais que j'avais un numéro assez élevé, donc j'allais pas être tout au bout. Puis du coup, j'étais au milieu, mais en fait, je me suis trompée d'une rangée, ligne parce qu'il y avait un petit virage, puis je l'ai pas vu en rentrant dedans. Puis c'est en courant que je dis ah ben merde, je suis du mauvais côté. Puis je dis bah je passe par-dessus, c'est le même chemin ensuite, c'est juste pas la même ligne. Mais non, ça allait pas, donc je raque mon vélo, puis d'un coup je vois l'arbitre. Puis au début j'ai pas tu comprends pas trop parce que c'était à moitié dans j'avais vraiment la tête. C'était hyper, je sais pas, c'était difficile à expliquer. T'es un peu givré, la chaleur qui était un peu à côté de mes pompes, si on peut dire. Et bien après, il me dit, faut retourner en arrière. Et puis, j'avais déjà enlevé le casque. Puis, il me regarde, non, c'est bon, vas-y, prends le vélo. C'était juste le fait de courir à la bon endroit. Donc, je cours, je reviens, je le regarde, il dit, c'est bon. Mais je suis là, ok. Mais c'est vrai que tu te dis sur le moment, mais c'est débile. Je veux dire, mais t'arrives dans le parc et puis tu sors d'un effort tellement intense. Puis d'un coup, j'ai réussi, je suis là, tu souffles. Et puis, en fait, tu dois directement te focusser et puis l'erreur arrive, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie toujours de regarder avant la course, où est mon vélo, où je dois aller, mais sur le moment là, clairement c'était mon erreur, j'ai été dans la mauvaise rangée, alors qu'en fait j'ai encore fait la réflexion, je sais que je suis pas tout au bord parce que j'ai un numéro plus élevé, donc je dois aller là, mais en fait j'avais pas vu qu'il y avait encore ce virage, mais ça arrive, après ça m'a coûté je pense 30-45 secondes, mais au final, ça va, j'ai quand même eu le record. Ça m'aurait un peu laissé amer si à cause de ça, j'aurais pas été le chercher. Mais j'apprends de mon erreur. La prochaine fois, je regarderai encore mieux où je dois aller mettre mon vélo. C'est vrai que c'est assez drôle. Mais en plus, surtout, ce qui est impressionnant dans ta réaction, mais tu vois, du coup, toi, c'est trop drôle parce que tu nous partages ton ressenti. Mais d'un point de vue extérieur, quand on regarde la vidéo, c'est que tu arrives à ce rack, on voit qu'il y a l'étonnement de pourquoi l'arbitre il parle. Tu sais pas quoi faire. Mais par contre, derrière, on a l'impression que tu switches direct et tu nous fais un sprint aller-retour avec ton vélo comme si de rien n'était. Et tu vois, j'ai envie de dire, le switch, toi, il se fait quand je sais pas, ça se fait tout seul. T'es dans le truc, puis d'un coup, il m'a dit, puis je me suis dit, je veux pas perdre du temps, alors j'y vais. Puis c'est vrai que, mais c'est pas facile, mais ça s'est fait un peu naturellement. Des fois, t'as aussi ça en course, dans un coup de mou, puis d'un coup, t'arrives à te dire, non, vas-y, maintenant j'y vais. Puis d'un coup, je sais pas ce qui se passe dans le cerveau, mais ça switch, puis le corps, il suit sans réfléchir. C'est trop cool. En tout cas, une belle course qui a eu lieu, le record, comme tu disais, de l'épreuve, le record aussi d'avoir gagné 3 fois d'affilée, 3 participations. Donc, encore bravo à toi. Merci, je tenais à te le partager. Et puis 3 podcasts. Donc, on va revenir après là on va traiter plus les sujets d'actualité, mais on reviendra après sur l'évolution de qui tu es devenu en tant qu'athlète sur ces 3 ans, ce que ça a pu changer aussi en toi. Il y a quelques semaine, tu prenais le départ du challenge à Roth que tu as gagné. La première question que j'ai envie de te poser, et après on rentrera en détail sur Roth parce que je pense que c'est quelque chose aussi qui va marquer ta carrière, mais on est sur une course où tu me dis c'est des intervalles, il y a 4 bosses, 4 descentes, moi dans ma tête c'est bon, je sais que je dois en mettre, je ralentis dans les descentes, et en même temps je me dis elle a fait 180 km sur un parcours quand même assez différent, même totalement différent, il y a quelques semaines finalement. Quelle est l'approche de ton entraînement par rapport à ces courses-là ? C'est vrai qu'en termes de course, c'est totalement différent. C'est une course très roulante où ça va être hyper rapide. Puis là, c'est une course avec beaucoup de dénivelé. Donc, c'est des courses différentes. Mais en termes, je dirais, d'heures, ça revenait un peu pareil. Roth, c'était 4h30. Là, c'était vers les 4h20, 22, je crois. Donc, je dirais qu'en termes là-dessus, l'entraînement, ça change pas grand-chose. C'est quand même une longue course, presque un Ironman. Donc, je dirais que j'ai continué ma préparation assez... similaire, bien sûr qu'après Roth, j'ai quand même pris 1-2 semaines de repos pour bien récupérer. Puis je pense que ça, c'est le plus important, de laisser à son corps le temps de récupérer, mais aussi ensuite de reprendre l'entraînement pour continuer. Je suis en forme, donc il faut profiter de cette forme pour continuer, si on peut rajouter 1-2 briques par-dessus. Mais c'est vrai que je pense que la course à Roth m'a aussi donné beaucoup de confiance, m'a aussi prouvé que j'ai fait un step en avant, j'ai un autre niveau maintenant. Donc entrant dans la course de l'Alpe, ça donne d'autant plus de confiance en moi. Je savais que je l'avais fait l'année passée et je me disais maintenant je suis sur la ligne de départ, d'autant plus
entraînée et prête pour la course. Donc c'est vrai que ça donne encore beaucoup de confiance, mais je dirais que l'entraînement n'a pas trop changé. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de dénivelé, donc on va quand même rajouter plus de montées dans les entraînements, ou bien les longues sorties, je vais peut-être pas juste faire du plat, on va quand même aller faire des cols, aller chercher ces cols en course à pied pareil, ça monte beaucoup là sur les trails, donc habituer quand même la musculature à faire ces montées, ces descentes. Je pense que c'est la clé d'être prêt physiquement ensuite pour attaquer ces montées pendant la course. Comme tu le dis, ça génère une confiance en soi aussi avec ces victoires-là, ce niveau qui augmente. Et une des questions que j'ai envie de te poser aussi, c'est que la première année, je me rappelle, on enregistre le podcast, mais en fait, avant la course, pas grand monde avait parlé de toi dans la liste des favoris. Tu vois, moi, je reçois les listes à chaque fois. Et ça avait été une très bonne surprise générale. Finalement, là, tu viens 3 ans après, t'es annoncée favorite, elle a gagné Roth. Comment tu gères aussi ce switch-là, peut-être toi, ton regard personnel et le regard des autres? C'est vrai que j'arrive ici, puis tout le monde qui te voit, il dit de toute façon, tu vas gagner. Tu l'as gagné 2 fois, donc c'est logique, t'es là, tu vas le regagner. Puis moi, je me dis toujours, non, la course, elle est pas faite. Je veux dire, tout peut arriver. Je peux aussi avoir un mauvais jour, tu peux crever à vélo. Tout peut arriver, il faut la faire la course quand même. Donc moi je pars quand même pas dans cet état d'esprit, je vais gagner la course. Alors c'est clair, dans ma tête j'ai un objectif, si je fais une course c'est pour donner le meilleur de moi-même, aller chercher le meilleur résultat, et puis j'avais envie d'aller le chercher, ce record et cette victoire, mais je me suis pas mis la pression de je dois la gagner, et si je la gagne pas c'est un échec, parce qu'au final chaque course est une nouvelle course, tout peut se passer. Donc j'ai un peu abordé la course quand même comme l'année passée. Je me suis dit mets-toi pas la pression, prends du plaisir, c'est vraiment une belle course, ça va être dur mais c'est dur pour tout le monde. Profite de l'entourage, des spectateurs, de l'ambiance, de l'atmosphère, de ma famille, et puis donne le meilleur de toi-même. Puis je pense que c'est le truc que je peux faire. Si je donne mon meilleur à la fin, si je passe la ligne d'arrivée première en faisant le record, 2e, 3e, 10e, si moi-même je peux me poser la question, est-ce que tu as tout donné, puis que ma réponse c'est oui, alors pour moi j'ai fait mon travail, puis j'ai réussi. Après si tu dis non, là j'aurais pu aller chercher plus ou quoi, puis tu as des regrets, là t'as pas réussi, ou bien c'est incomplet. Donc moi c'était un peu mon objectif, j'ai dit il faut vraiment réussir à quand justement t'as ces coups de mou, aller chercher au fond de soi, pas abandonner, continuer à pousser, puis quand tu passes la ligne d'arrivée, de dire j'ai réussi à tout donner. Donc je suis satisfaite de ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est compliqué, parce que de l'extérieur tout le monde t'attend que tu gagnes, t'es la favori, mais je pense qu'il faut garder un peu ce mindset et puis pas trop se mettre la pression. Clairement, c'est vrai qu'il y a un switch, et ça me fait penser à ta saison du coup passée. Parce que l'année dernière, quand même, il me semble que c'était la première fois que tu participais à Roth. C'était un de tes premiers formats longs. Ouais, c'était la 3e longue distance. Ouais. Donc là, tu finis 3e l'année dernière à Roth. Et derrière, tu gagnes l'Alpe d'Huez. Et tu me dis, je vais aller faire l'Ambraman. Et donc là, on comprend l'été qui se veut déjà assez chargé, et tu gagnes l'Ambraman. Cette année, il y a une configuration de saison qui est différente. Tu gagnes Roth, tu as gagné l'Alpe d'Huez, on va voir ce qui se passe derrière. Mais ton schéma de saison, il est quand même similaire de l'année passée à cette année. Tu vois aussi que tu progresses rien que sur les temps entre l'Alpe d'Huez de l'année dernière et l'Alpe d'Huez de cette année. Quand tu arrives à Roth, si on doit revenir quelques heures avant le départ, parce que j'avais vraiment envie aussi de faire un focus sur cette belle course, sur cette belle prestation que tu as pu faire, quel est ton état d'esprit? Tu vois, l'année dernière, tu as fini 3e, là, tu as fait un bel hiver, tu arrives dans quel mindset finalement? Moi, j'avais une tellement belle expérience. Toutes personnes qui ont regardé la course à Roth ou qui ont été, l'atmosphère, il y a plus de 500 000 personnes qui viennent nous soutenir. Donc en tant qu'athlète, c'est un sentiment fantastique. Je vais dire, t'as jamais autant de public sur une course, sur les routes. Donc je me suis dit, on s'entraîne tellement dur toute l'année. Pour ces moments-là, pour ces courses. Donc je me suis dit, moi, c'était vraiment, je voulais profiter. Je veux dire, prendre du plaisir, parce que c'est pas tout le temps. Alors tu peux avoir un mauvais jour, mais je me suis dit, franchement, profite, t'as la chance d'être là, t'as la chance d'être au départ. Il y a des milliers d'athlètes qui auraient envie d'avoir un dossard et qui peuvent pas, qu'on n'aura peut-être jamais. Donc toi, t'as la chance d'être au départ. Donc je me suis dit, profite de cette journée, donne tout, et puis vraiment
enjoy quoi, et du plaisir, que ce soit pendant la natation, où c'est comme une arène, t'as les personnes qui sont alignées le long des berges du canal, ensuite tu montes sur le vélo et puis c'est déjà, mais c'est full de monde, t'as cette montée à Solar Hill, en tant qu'athlète de pouvoir vivre ça, c'est pas souvent quoi, je veux dire, en tant que triathlète, et puis je me suis dit vraiment, prends du plaisir, et puis moi je pense que je suis quelqu'un qui, en prenant du plaisir, j'arrive aussi à aller chercher encore des performances plus, à les puiser au plus profond de moi, et j'arrive à utiliser cette énergie pour positivement pour avancer. Puis donc c'était vraiment mon objectif premier. Après c'est clair que je savais que je l'avais fait l'année passée, et puis quand j'ai vu les entraînements que j'ai fait pendant une année, je savais que j'étais plus préparée que l'année d'avant, donc je savais que il y avait quelque chose de bien qui allait s'annoncer, mais la start list elle était hyper élevé, donc je me suis dit il va falloir y aller à fond, tout donner pour voir et tenir le plus longtemps avec les meilleurs. Et puis c'est vrai qu'au final je suis restée devant jusqu'à la fin, ce qui était aussi une surprise, mais ouais, j'ai eu tellement de plaisir, et puis je pense que c'était ça la clé ce jour-là, que j'ai vraiment adoré ce que je faisais quoi. On voit cette notion de plaisir, et comme tu dis, j'ai envie d'enjoy, et je reprends tes mots, mais on le sent vraiment quelques jours avant la course, on le ressent sur la course et après la course. Et c'est vrai qu'à force de te voir et de collaborer avec toi sous différents angles, même là avec le podcast, en fait, tu as ce côté très ouvert là en podcast, et c'est super drôle parce que quelques heures, quelques minutes avant la course, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle Alanis qui apparaît, tu vois, t'es fermé, t'es dans ta bulle, on a l'impression que t'es dans un monde un peu parallèle. Est-ce que tu ressens ça, ou c'est que de mon prisme que je vois ça, et c'est pas spécialement ce que toi tu ressens intérieurement? Non, c'est vrai, alors je suis quelqu'un de très ouvert, très joyeux et tout, mais je veux dire, quand c'est la course, c'est la course, donc c'est tunnel vision, tu veux pas non plus trop, pas de distraction, je veux dire, t'es prêt à aller à la bataille dans un sens, je veux dire, tu sais que l'effort il va être dur et tout, donc tu te prépares aussi mentalement à souffrir d'un côté, ou bien à aller, parce qu'il faut mentalement être prêt, hein, je veux dire, tu peux faire les entraînements, mais si le jour J t'as pas la tête, ou t'as pas pas l'envie de souffrir, mais je veux dire que la tête elle est pas là, t'as beau faire tout l'entraînement que tu veux, ça va pas s'aligner, donc faut mentalement être prêt, être focus pour la course, mais dès qu'il y a le coup du départ, après c'est toute une autre dimension. Donc je dirais que oui, clairement il y a le côté avant la course, où t'es super focus pendant la course, que c'est vraiment c'est la bataille, c'est la course, puis après il faut profiter. Après je dis toujours, moi j'ai la chance de pouvoir vivre du sport, de faire ce que j'aime, donc je vais pas non plus alors je pense qu'avec les années, avec les résultats, la pression elle va venir, et je m'en mets aussi moi-même, mais il faut quand même garder ce côté faut avoir du plaisir quoi, enfin je veux dire, faut pas non plus se renfermer sur soi-même. Moi je trouve avec le sport on rencontre plein de monde, on peut vivre tellement d'émotions et de moments, c'est super beau, donc faut aussi profiter puis en partager quoi. Et tu nous dis que tu vois, on ressent vraiment cette notion, moi j'appelle ça de l'intention, tu vas pouvoir mettre de l'intention sur ces pédales, sur tes coups de bras en course à pied. Et toi, ce que tu dis, tu vois, c'est la partie mentale où tu arrives à te faire mal. Ça t'est déjà arrivé sur des courses de pas réussir à mettre cette intention-là? Alors pas souvent, mais clairement l'année passée j'ai eu une course, pour moi c'était totalement un échec. Je suis passée la ligne, puis j'ai dit mais j'ai pas été à fond quoi, j'arrivais pas, j'avais pas envie, ça allait pas, mais cette course elle m'a appris beaucoup, je pense. Okay. J'ai pu, alors sur le moment t'es déçu et tout, mais tu peux en retirer des bonnes leçons et tout, mais je courais puis j'arrivais pas à pousser, ça allait pas, mais puis du coup j'ai juste couru, mais j'étais ni dans le dur, mais en fait j'arrivais pas à aller plus vite, mais je courais, mais j'avais pas l'impression que c'était dur non plus, puis tu te batailles dans ta tête, puis tu te demandes mais qu'est-ce que je fais, c'est une course donc je dois y aller, mais j'arrivais pas, ce jour-là ça allait juste pas, puis d'un coup je l'ai accepté, puis en fait j'aurais pas dû l'accepter, j'aurais dû continuer à essayer et puis c'était ma seule déception de quand j'ai passé la ligne, j'ai abandonné, j'aurais pu continuer à essayer de pousser, puis en fait j'ai accepté le fait que ça allait pas, donc j'ai juste fini la course, et puis ça c'était ma déception quand j'ai passé la ligne d'arrivée, de dire dans ce moment-là j'ai été faible si on veut mentalement, et j'ai abandonné, et j'ai laissé cette ma tête prendre le dessus, et puis c'est vrai que j'ai beaucoup pu apprendre si on peut dire, de cet échec. Alors c'est pas non plus un échec, mais je veux dire de cette course qui s'est pas forcément passée comme je le voulais,
Et puis c'est vrai que c'est des moments qu'on se souvient aussi, autant des belles victoires que des défaites. Mais je dis toujours, on grandit, je pense, d'autant plus des défaites que des victoires. Parce que quand on gagne, tout roule, donc on va pas se remettre en question. Et quand ça marche pas, c'est là qu'on commence à questionner, à aller voir qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce que j'ai fait. Et puis qu'on apprend le plus, je pense. Et c'est vrai que c'est paradoxal parce que en même temps, il y a le terme plaisir et en même temps il y a le terme souffrance et du coup tu te dis il y a deux termes qui se contredisent et le but de la performance et du coup peu importe son niveau c'est de prendre du plaisir dans la souffrance. Donc c'est quand même assez complexe et avec du recul par exemple sur cette course là ou sur d'autres courses ça a été plus compliqué, c'est plutôt un état d'esprit qui venait d'un état de fatigue d'avant, d'une pression, quel est un peu, parce que je sais que c'est aussi souvent des sujets qu'on a des amateurs où eux ils arrivent, ils sont préparés pour leur objectif d'année, tu vois, toi t'enchaînes les courses de par ton métier et aussi la capacité d'enchaîner et de récupérer, mais eux parfois ils vont venir là pour une course et ce jour-là ils n'arrivent pas à mettre l'intention qu'ils ont envie. Si tu pouvais nous partager un peu quelques clés potentiellement sur ces sujets-là. Alors pour réussir. moi là l'année passée c'était clairement pas un peu peut-être le trop j'avais fait. Alors j'avais fait Rhodes, j'avais fait l'Alpe, l'Embrun, Gérardmer. Ensuite je pars sur un Xterra. Puis ensuite j'arrive à cette course. Puis je pense que j'avais mentalement juste pas l'énergie d'aller encore chercher au fond de moi. Je pense que j'avais plus et puis je pense que c'était juste le trop, mais c'est clair que là ça roule, ça va, mais des fois ça peut être je veux dire, moi je dis là musculairement aujourd'hui j'ai des courbatures mais je me sens bien, je remarque mon corps il est entraîné, mais maintenant les prochains jours je sais que moi mentalement je vais être super fatiguée parce que c'est pas seulement un effort physique, c'est un effort mental, ça te vide un peu parce que t'as vraiment été chercher au fond de toi parce que mentalement. Donc ça je dis que c'est super aussi important, faut pas non plus physiquement aller régénérer, mais c'est aussi juste mentalement de prendre le temps de vraiment procéder tout ce qui la course et puis de là prendre du temps pour être prêt, justement avoir la niaque comme on peut dire, d'être sur la ligne de départ puis dire j'en veux, et je pense que ça c'est le plus important. Mais c'est vrai qu'on peut aussi avoir un jour sans, mais je pense que le but c'est vraiment de se dire j'ai pas abandonné, même si ça allait pas, j'ai tout fait pour continuer, pour avancer. Puis alors peut-être t'avais un jour de merde quoi, mais si tu peux dire j'ai pas abandonné, j'ai fait tout ce qui était en mon possible, à la fin tu peux pas être trop déçu parce que t'as tout fait ce qui était en ton possible. Donc j'essaie de toujours approcher les courses un peu avec cette mentalité. Mais c'est vrai que c'est assez fort ce que tu dis parce que sur le côté professionnel, physiquement, je pense que tous les athlètes qu'on reçoit sur ce podcast, vous avez une capacité de vous faire très mal et de récupérer très vite, mais mentalement, comme tu dis, vous allez très loin et c'est compliqué. Et si on fait le parallèle avec les amateurs, les amatrices, plus souvent physiquement c'est dur de récupérer avec des courbatures qui durent très longtemps, mais on ne prend pas en considération aussi le stress d'avant qui est associé au travail, à tous les sujets de la vie, et on arrive ici en mode je pose mes problèmes à la maison, mais la fatigue mentale est toujours présente. Donc je trouve ça super inspirant le partage que tu nous fais aujourd'hui. Je voulais revenir sur Rhodes quand même, parce que si on parle de cette course, tu me dis il y avait une belle start list. L'année d'avant, si je dis pas de bêtises, t'es resté en tête un bon moment sur le vélo. Et là, tu me dis je voulais rester au contact des meilleurs. Et finalement, t'as pris très très vite le lead de la course. Mentalement, il se passe quoi? T'es focus que sur toi, tu sais que t'es en tête, tu connais les écarts. Si on doit venir avec toi, je sais pas moi, au 60e kilomètre du vélo et aller jusqu'à la fin du marathon, est-ce que tu peux nous faire vivre cette course avec toi? C'est vrai que t'es en tête de course, déjà c'est trop cool quoi. T'es en tête de course, donc ça te donne déjà aussi un petit coup de boost. T'es devant, t'es un peu en contrôle de la course, au moins tu sais ce qui se passe. Et puis à ce moment-là, je me sentais vraiment bien sur le vélo, donc j'avais vu, je poussais pas mal de watts, mais un peu plus que d'habitude, mais je me suis pas laissée distraire par ça. J'aurais pu dire il faut que je ralentisse, parce que je vais peut-être exploser. Donc j'ai juste tourné la page de mon Garmin, comme ça je voyais pas. Puis c'est aussi comme je m'entraîne au feeling, donc on a 4 zones: easy,
modéré, medium et mad. Donc, c'est peut-être un jour où j'avais juste plus d'énergie, plus de force. Et je me suis fait confiance. Je me suis dit, fais-toi confiance, t'as une bonne sensation. Donc, vas-y, quoi. Je vais dire, tu sais pas ce qui peut se passer. Et puis, au pire, t'exploses. Mais au moins, t'auras pris le risque, puis t'auras pas de regrets. Parce que de te demander et si j'avais fait, et si, je vais dire, au moins là, j'ai essayé. Puis c'est vrai que j'ai pas explosé. J'ai réussi à tenir jusqu'au bout. Mais à mi-vélo, après un tour vers les centièmes kilomètres, je commençais à avoir un petit coup de mou et j'avais un moment 2 minutes et ça redescendait à 1 minute 30. Puis c'est là que ça devient difficile. Comme dans l'Alpe, à cette mi-course où tu dois vraiment mentalement rester dans la course parce que ça devient physiquement dur, mentalement. Tu as un peu cette baisse. Donc, de vraiment garder cette concentration et puis d'avancer. Mais à nouveau, je me disais, vas-y, continue, t'es là, t'es devant. Enfin, t'essayes toujours d'avoir ce self-talk qui est positif. Tu t'encourages toi-même. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et puis, c'est vrai, quand je pose le vélo encore en tête, tu dis, waouh, je suis en tête, mais avec que 1 minute d'avance en soi. Donc, il n'y a rien qu'à gagner. Je veux dire, il y a un marathon derrière. Donc, j'ai pas du tout pensé à la victoire à ce moment-là. Je me disais, faut encore courir les 42 kilomètres. Ouais. Je sais pas comment mes jambes, elles vont être. L'année d'avant, je me rappelle, j'ai posé le vélo, je pars en course à pied, mais c'était horrible. Les sensations, j'avançais pas. J'avais des crampes à l'estomac. C'était pas top, quoi. Alors que là, c'était totalement l'opposé. Je pose le vélo, je pars en course à pied, puis je me sentais bien, quoi. Je suis partie et les jambes, elles répondaient. Donc, je check ma montre 1-2 fois, puis je vois, ah ouais, la vitesse, elle est assez rapide, quoi. Mais je me suis dit, vas-y, quoi, fais-toi confiance. C'était justement cette confortablement inconfortable que moi, j'avais l'impression ou le sentiment que je peux tenir. Après, tu sais jamais, mais je me suis dit, je vais dire qui ne tente rien n'a rien. Donc, il faut aussi des fois un peu avoir... on est dans une course, donc il faut aussi prendre un certain risque mesuré. Faut pas non plus aller trop vite, puis après tu sais que t'exploses. Mais là, j'avais un peu ce sentiment que c'était la bonne vitesse. Donc après, j'ai pas regardé, j'ai juste avancé. Et puis c'est vrai que l'ambiance elle est incroyable. Là, une fois de plus, je pense que c'est ce qui m'a porté. Le public, t'es dans ta course, mais c'est un moment où je dirais, comme tu disais avant la course, je suis vraiment focus sur moi-même. Que là, je me permets de m'ouvrir et de regarder les gens qui sont au bord de la route, que ce soit ailleurs ou justement en route. Tu vois leur sourire ou leur intention, ils crient ton nom, ils t'encouragent, puis tu vois qu'ils sont tellement aussi à fond avec toi que ça donne vraiment de l'énergie, ou ça donne, moi ça me donne cette envie d'aller encore plus chercher au fond de moi, parce que je trouve ça vraiment fantastique de voir partager ça avec les supporters, ma famille. Puis je pense que c'est ça c'est une course qui me correspondait, avec tout ce public le long du parcours. Puis c'est vrai qu'on arrive au premier U-turn, je crois que c'est kilomètre 5, 8, quelque chose comme ça. Et du coup, je m'attendais à que l'écart ait diminué. Non, c'était le contraire, c'était 2 minutes. Puis du coup, là, c'est vite fait les maths. Tu te dis, du coup, si elle m'a pas rattrapé, puis c'est moi qui ai mis du temps, je cours plus vite. Mais ouais, t'es qu'au kilomètre 8 d'un marathon, donc j'ai quand même pas trop commencé à penser à quoi que ce soit. Je savais que derrière, il y a aussi encore Kat Matthews qui court très vite. Donc j'ai dit, vas-y, cours. Maintenant, il y a 20 kilomètres le long du canal. Il faut les faire. Puis on avait vent de face, donc c'était pas facile. Mais ouais, j'ai avancé un pas après l'autre. J'ai pas trop réfléchi. Puis j'étais vraiment, je pense, aussi dans un rythme, dans un flow. C'est dur à expliquer, mais ça roulait tout seul, quoi. C'est dur, mais c'est un cercle positif. C'est dur, mais ça avance, tu te sens bien, t'as toute cette énergie positive. Puis c'est vrai que ensuite c'est passé à 3, à 4 minutes, à 5 minutes. Puis c'est vraiment, je pense que vraiment seulement à la mi-course, vers le kilomètre 22, que j'ai dit, ok, maintenant, je suis en tête, j'ai 4 minutes d'avance, j'ai une chance d'aller chercher la victoire. Mais c'est le premier moment où j'ai vraiment pensé à je peux aller gagner la course. Puis après, je me suis dit, ok, maintenant tu mets la pensée de côté, parce que de penser que je veux gagner la course, ça va pas m'aider, ça va juste me stresser, elle revienne ou quoi. J'ai dit, juste continue à faire ce que tu es en train de faire. Maintenant, faut accélérer, c'est la mi-course. Et je savais qu'il y avait aussi cette montée ensuite qui va à Buchenbach. Ça monte assez, c'est dur, mais où je m'entraîne, il y a aussi pas mal de montées. Alors je me suis dit, ça peut jouer à ma faveur, essayer d'accélérer à ce moment-là. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai pu encore augmenter le gap. Et puis ouais, c'est indescriptible, mais j'avais l'impression d'avoir des ailes. T'es dans un état qui
ça avance. Enfin, je pense que t'as passé le cap de la souffrance, tu sens même pas forcément encore. Puis t'avances, tu réfléchis pas. T'as aussi un peu ce mode automatique où, enfin, les jambes, elles y vont toutes seules. Et puis il faut réussir mentalement juste à garder le focus, quoi. Pas à penser, il me reste 10 kilomètres ou à penser à l'arrivée, à être dans le moment présent. Je pense que c'est ça que j'ai réussi à faire. J'étais dans le moment présent. J'ai réussi à utiliser cette énergie, les supporters qui étaient autour de moi pour me donner un boost, qui m'encourageait, et puis pour aller chercher cette victoire. Mais je me suis seulement autorisée à me dire j'ai gagné la course quand je suis entrée dans le stade. Avant, même si j'ai entendu que j'avais 8 minutes d'avance, moi j'y croyais pas. Je me disais, mais elle va peut-être me rattraper, je vais peut-être avoir une crampe. Non, mais c'est vrai. Ouais, Si d'un coup, au kilomètre 40, t'as une crampe, puis tu dois marcher, puis que derrière ça court vite, t'as perdu. Donc pour moi, c'était pas fini tant que j'étais pas dans ce stade, comme là aussi à l'Alpe. Pour moi, la course, elle est pas finie tant que t'as pas passé la ligne d'arrivée. Donc j'étais vraiment focus à fond, fallait aller la chercher. Et puis c'est vraiment que quand j'ai passé, je suis entrée dans le stade que j'ai dit, je l'ai fait, waouh, quoi. Enfin, j'ai gagné Challenge Roth. Et puis là, après, t'as les émotions qui te submergent, quoi. T'y crois pas. Enfin, moi, j'étais en pleurs, mais de joie, quoi. Puis c'est juste incroyable de dire que, le travail que j'ai fait, il a payé et je l'ai fait, quoi. Et puis je m'y attendais pas, donc c'était d'autant plus beau. J'ai l'impression que ce que tu décris, c'est vraiment cet état de flow que la science a vraiment du mal à expliquer. Finalement, je me dis, elle l'a vécu. Et souvent, dans toutes les études qu'on peut lire, c'est très individuel. Une fois que tu as trouvé la recette, c'est à toi-même de faire une analyse et de te dire pourquoi je suis arrivé dans cet état. Des gens disent ne jamais y retourner, d'autres disent une fois qu'ils ont trouvé les clés, ils arrivent à y retourner assez facilement. Quelle est ton approche là aujourd'hui, quelques semaines après avoir vécu ça? Je dirais que ça clique. Enfin, tu peux pas. En tout cas, moi, je dirais, je connais pas la recette, mais de ce que de mon expérience, c'est tu vas tellement à la limite où tu dois vraiment te pousser, mais tu dois le vouloir. Enfin, tu vas. Puis après, tu passes un peu, si on peut voir cette pyramide, le cap. Puis après, en fait, tu es sur cette pente qui. T'arrives dans un état, je sais pas, t'as poussé tellement que ton corps, il va en mode automatique. Puis je sais pas ce qui se passe dans le cerveau ou quoi, mais. Tu sens plus trop la douleur ou bien oui, tu sais que t'es rapide, que t'es là, mais ça va tout seul, quoi. En fait, je sais pas si on s'entraîne aussi tellement que le cerveau il passe un peu en mode automatique et puis il connaît. Voilà. Mais c'est vrai que si moi je sais clairement que si j'avais commencé à réfléchir trop, à penser je vais aller gagner la course, ça revient machin, tu peux aussi te sortir de cet état. Donc il faut réussir à garder un peu cette concentration où tu es concentré mais tu penses pas non plus à trop de choses. C'est vraiment difficile à décrire, mais je pense que c'est un aspect mental qui sur ce genre de course fait la différence. Si d'un coup je pense j'aurais perdu confiance ou j'aurais eu un doute, je pense que j'aurais pu clairement après ralentir, ou bien si je doutais de est-ce que je vais réussir à tenir la vitesse, ou si tu commences à te questionner, j'aurais, je pense, clairement ralenti ou bien pu perdre cela. Mais je pense que ça a cliqué, j'étais dans un bon état d'esprit, puis c'est ça qui a fait la différence. Finalement, cette bulle que je décrivais avec mes propres mots, et j'avais l'impression de voir chez toi que tu mets j'arrive pas à dire le créneau, mais je dirais quelques heures avant la course. J'ai l'impression qu'en fait, quand tu es dans cet état de flow, tu arrives à la conserver le plus longtemps possible. Et je me dis, elle sort de sa bulle dans les 100 derniers mètres, quoi. Mais c'est assez fou, quoi. Il y a vraiment cette partie, comme tu dis, mentale, physique, c'est un mix de tout ça. Et concrètement, là, les auditeurs et les auditrices qui découvrent avec ce podcast, qui ne te connaissaient pas spécialement avant, j'avais fait le choix de ne pas redécrire ton parcours, parce qu'on est sur le 3e podcast qu'on enregistre ensemble. Tu as fait 3 victoires à l'Alpe d'Huez, 3 podcasts. C'est le record aussi du podcast. On n'avait jamais fait 3 podcasts avec le ou la même athlète. Donc, nouveau record. Mais toi, je suis pas revenu sur ton histoire, d'où tu venais, de la natation, etc. Mais c'est une des questions que je voulais te poser pour finir cette parenthèse de Roth, c'est que j'ai l'impression que sur ces 3 années de montée en puissance, là où tu as passé quand même un gap, c'est en course à pied. Est-ce que c'est le travail de cet hiver qui t'a mis en confiance sur ce marathon? Parce que comme tu dis, ça reste un marathon. Même hier à pied, personnellement, et je te le partageais aussi hier, je te trouvais vraiment en contrôle sur cette partie course à pied. Est-ce que c'est un fait? Est-ce que tu as passé un cap à l'entraînement ou que en compétition ou pas du tout? Oui, alors clairement, moi je l'ai ressenti déjà dès janvier.
Après Noël, j'ai repris les entraînements et puis j'ai dit, mais enfin, maintenant, les mêmes séances, enfin, j'arrive à tenir les temps plus vite et tout. Donc là, j'ai clairement remarqué, j'ai fait un step. Et puis, ouais, je venais de la natation. Donc, j'ai commencé le triathlon à l'été 2021. Donc, avant, je courais pas. Alors, on faisait de la musculation. Mais la natation, c'est pas un sport où tu as des chocs. Quand tu nages 9 fois par semaine, ton corps, il est pas habitué à avoir ces chocs pour les os, pour les ligaments et tout. Donc, pour moi, c'était dur. La première année, je courais très peu parce que sinon, j'aurais été blessée. Donc, il fallait être patient parce que tu veux le faire, les entraînements, tu veux t'améliorer. Mais ça aurait été contre-productif en soi parce que j'aurais fait trop, puis j'aurais été blessée. Puis du coup, en fait, tu fais 2 pas en arrière, un pas en avant. Donc, fallait être patient. J'ai graduellement pu augmenter le volume, l'intensité. Puis je dirais que c'est vraiment que l'année passée que, en comparaison avec mes coéquipières, je faisais vraiment le full programme, puis que je commençais à vraiment faire des séances solides. Puis je pense que c'est ça qui fait la consistance de faire encore et encore. Et puis c'est vrai que l'année passée, j'ai remarqué que j'avais déjà fait un pas à l'entraînement, mais en course, j'arrivais pas totalement à l'exprimer. Je pense des fois, ça c'est compliqué. Tu remarques en entraînement que tu t'améliores et tout, mais en course, ça clique pas. Et puis j'avais encore un peu dans ma tête cet esprit de je cours pas vite. Enfin, je partais sur mon semi-marathon, mais j'osais pas trop aller vite parce que dans ma tête, j'avais pas cette vitesse en plus. Si on dit la voiture elle a 6 vitesses, moi j'avais la 4e vitesse. Puis après l'année passée, j'ai remarqué mais en fait la 5e je l'ai, mais c'est dur à l'exprimer pour moi en course de partir à... Si d'un coup je suis quelqu'un, c'était pas un problème. Je remarquais à l'entraînement, si on me disait de suivre, j'arrivais à aller avec, mais si j'aurais dû le faire toute seule, c'était très difficile. Puis je pense que cette année, c'est un peu le cap que j'ai passé, que j'ai réussi à ce que je faisais en entraînement. Enfin, je me suis encore améliorée à l'entraînement, mais j'ai réussi à le transposer dans la course, à me faire confiance, vas-y. Et puis tu verras, ma foi, si une fois t'exploses, t'exploses, mais au moins j'aurais essayé. Et puis c'est vrai que j'ai réalisé qu'en fait, j'arrivais à le tenir, j'arrivais. Mais je pense que c'est vraiment cette consistance de... J'ai pas été blessée les 4 dernières années en course à pied. Alors t'as peut-être des fois des petits trucs, mais si tu les adresses très rapidement, ça vient pas une blessure, c'est juste de la prévention. Et puis ça m'a permis de consistement de m'entraîner en course à pied, puis de vraiment graduellement avancer pour maintenant, je dirais que clairement là j'ai remarqué, j'ai vraiment eu du plaisir. Alors autant le vélo c'était hyper dur, que sur la course à pied je me suis sentie très bien. Alors ça reste dur, mais j'ai remarqué que par rapport à l'année passée, je l'ai aussi moi-même ressenti, j'étais beaucoup plus à l'aise, si on veut dire. Enfin, je remarquais que je courais beaucoup mieux, si on peut le dire comme ça. Et puis, ça fait plaisir à voir que le travail paye. Et puis, c'est d'autant plus motivant. C'est beau, en tout cas, tout ce que tu nous partages. Et je me dis, on est sur le 3e podcast. Là, on va arriver à presque 1 heure d'échange. Donc, on va aller sur la fin. Et j'ai encore plein de questions à te poser. Et je me dis, ce sera l'occasion d'en faire un 4e, peut-être sur une 4e victoire ou alors dans un autre contexte, sur une autre course. Mais j'ai envie de comprendre maintenant un petit peu la suite, Alanis, parce que j'ai eu la chance de suivre ton évolution au fur et à mesure. La première fois où je t'ai découvert... Il y a des histoires qui nous marquent en podcast et je te l'avais partagé, je le partage aux auditeurs et auditrices s'ils veulent redécouvrir notre premier podcast. Même le podcast a bien évolué depuis, mais en tout cas, il y avait vraiment eu ce match et je te vois évoluer au fur et à mesure et je me dis mais quelle est la suite quoi ? Est-ce qu'il y a cette volonté d'aller sur un format championnat du monde Ironman ? Est-ce qu'il y a cette volonté d'enchaîner les victoires ici ? Tu vois, quel est un petit peu l'état d'esprit qui est présent chez toi pour rester motivé et continuer à l'entraînement? Par exemple, quelle est la prochaine course peut-être? Moi, je pense qu'en général, déjà, avant d'aller dans le concret, c'est moi de voir jusqu'où je peux aller, quoi. Enfin, quelles sont mes limites. Je pense que c'est ça qui me motive, de voir jusqu'où je peux aller, qu'est-ce que je peux atteindre. Puis ça, je pense que c'est ce qui me motive quotidiennement, ou bien quand il y a un petit bas, de dire qu'est-ce que je peux atteindre, quoi. Je suis au début de ma carrière, je dirais, j'ai déjà fait de belles choses, mais moi j'ai l'impression que le gap vers le haut, c'est encore énorme. Donc c'est ça qui est super motivant. Donc j'aime aussi les challenges, de pas tout le temps faire les mêmes courses, mais c'est pour ça que je suis aussi revenue à l'AL pour vraiment se challenger, devoir aller puiser au plus profond de soi. Puis concrètement, la semaine prochaine, je prends le départ du T100 à Vancouver. Donc quelques jours de repos, puis je pars au Canada. Je me réjouis aussi. C'est aussi un challenge de voir comment je peux enchaîner ces 2 courses. Je suis en forme, donc je me réjouis. Ça va être une belle expérience à prendre. Puis ensuite, ce sera full focus sur les championnats du monde 70.3 à Nice.
Ironman. Pour cette année, j'ai pris la décision de ne pas prendre le départ à Kona, mais c'était une décision qui avait déjà été faite en début d'année. On avait planifié, puis moi j'avais dit c'était vraiment Roth mon objectif. Ensuite on allait à l'Alpe et puis les championnats 70.3 à Nice. Et puis je vais garder comme c'est. Je pense qu'il ne faut pas non plus brûler les étapes ou se brûler soi-même, parce que ça aurait aussi dit j'aurais dû faire 2 Ironman en plus pour me qualifier à un Kona. Ouais. Donc je pense que de ce côté-là, c'était aussi un bon choix, en tout cas personnellement. Et puis ça me motive d'autant plus d'aller chercher cette qualification et puis d'être prête pour Kona l'année prochaine. Ça, c'est clairement le gros objectif. Écoute, on va suivre ça tout au long de cette saison. On va regarder un petit peu les résultats, ton évolution perso. Et la dernière question que j'ai envie de te poser pour conclure ce podcast, quelle est la différence entre Alanis que j'ai découvert sur le premier podcast et Alanis d'aujourd'hui? Je dirais l'expérience maintenant que j'ai engrangée. Je dirais que la première fois quand j'étais à l'Alpe, je savais pas du tout à quoi m'attendre. On peut dire qu'il y avait un peu cette naïveté, cette nouveauté, donc tu te lances un peu tête baissée. Et puis là, maintenant, je suis vraiment dans cet univers du triathlon. Je sais un peu à quoi m'attendre, j'ai cette expérience. Après, je pense que j'ai pas non plus beaucoup d'années d'expérience, mais je pense que c'est vraiment ce qui a changé, cette expérience de course, cette expérience aussi physiquement aussi, je pense, d'avoir fait toutes ces courses, ces entraînements. Je dirais que en tant qu'athlète, je me suis développée, mais aussi ce côté je dirais humain, que j'ai remarqué que j'avais la chance que j'ai de faire ce que je fais, et puis que je veux en profiter le plus possible. Une nouvelle fois, Alanis, pour ce podcast, un grand merci pour ta sincérité, pour le partage, pour venir quelques heures après la course. Finalement, t'as baillé au début et après t'étais lancé, j'ai l'impression que t'as repris de l'énergie. Donc sincèrement, un grand merci et je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. À très vite. Ciao, ciao.